Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous savoir, nombreux chers amis téléspectateurs de BM TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le coordonnateur national du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL en sigle, il s'appelle Valérie Madianda. Avec lui, nous allons parler du fameux rapport final du contrôle citoyen sur l'utilisation des fonds alloués à la Commission électorale nationale indépendante, à qui j'ai dit bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de l'invitation que vous m'avez adressée, merci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre émission c'est économie et société. Nous parlons essentiellement de l'économie qui touche bien sûr à la société congolaise. Vous avez récemment publié un rapport qui a fait beaucoup jaser la population congolaise, mais aussi la classe politique dans son entièreté. Mais seulement avant, nous voulons vous connaître vous, puisque nous on vous connaît déjà, nos téléspectateurs aussi auront cette opportunité de vous connaître aujourd'hui. Présentez-nous brièvement CREFDEL. Oui, CREFDEL, c'est le Centre de recherche en finances publiques et développement local. C'est une ASBEL créée par des Congolais et nous avons 3 axes d'intervention sur lesquels nous travaillons. Nous avons d'abord le monitoring budgétaire et l'engagement citoyen. En deuxième lieu, nous travaillons sur les questions de lutte contre la corruption et là, nous regardons la corruption dans les circuits de passation des marchés publics et aussi circuits de la dépense publique. Troisième volet de notre travail, c'est la décentralisation financière et le développement local. Donc là, au moins, nous faisons un travail de monitoring de tout ce qu'il y a comme investissement public transféré au niveau des provinces et des ETD. Donc c'est ça le travail que nous faisons. C'est un travail d'influence citoyen, je peux dire, et nous voudrons à ce que la dépense publique serve à financer les projets à impact social, mais aussi à résorber le chômage et la pauvreté au niveau surtout de la base. Sur le travail que nous faisons en tant que des citoyens, nous participons au processus budgétaire. Nous ne sommes pas là comme... nous ne sommes pas l'État qui met en œuvre des projets, mais nous sommes là pour aider l'État à bien exécuter les projets sociaux. Et nous n'allons pas nous mettre à la place de l'État, mais nous accompagnons l'État à travers nos observations, nos recommandations pour que la dépense publique serve réellement, comme je l'ai dit, à lutter contre le chômage et à résorber la pauvreté dans notre pays. Je confirme que vous existez il n'y a pas beaucoup d'années, ouais. Mais au moins vous avez mis beaucoup de l'eau dans la bouche du gouvernement en publiant plusieurs rapports qui mettent en exergue la mauvaise gestion, notamment dans le domaine de la passation des marchés publics. Là, je parle du contrat chinois, je parle de plusieurs secteurs et surtout du PDL 145 territoires. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les rapports que vous avez publiés concernant les fonds alloués à la Commission électorale nationale indépendante. Alors, je vais vous laisser un peu de temps nous faire un condensé de ces rapports et comme ça nous aurons à débattre sur la matière puisque la CENI a réagi également pour contredire vos allégations. Oui, c'est un travail citoyen comme je l'ai dit, c'est un contrôle citoyen. Vous savez que là où le contrôle étatique piétine, les citoyens travaillent pour ressortir la voix du peuple. Mais c'est ce que nous avons fait. Nous avons regardé comment est-ce que la CENI a utilisé les fonds. Nous avons fait pratiquement une analyse comparative de deux des derniers cycles électoraux. Ça nous a donné une image qui démontre que les fonds alloués aux opérations électorales ne sont pas bien utilisés. Et c'est pratiquement, il y a des pratiques, comme je voulais le dire, d'enrichissement illicite. Vous avez des passations de marchés publics qui ne suivent pas la règle. Vous avez des financements qui ne suivent pas aussi le cycle normal, c'est-à-dire que c'est le décaissement hors cadre budgétaire, ce qui ne favorise pas la bonne gestion des finances publiques dans notre pays. Et si vous regardez, au moins, il y a au moins une augmentation entre les 2 cycles de 25% des dépenses de la CENI. Or, nous sommes restés avec le même pays, le même problème qui persiste, mais les dépenses de la CENI, nous l'avons constaté que ça augmente d'une année à l'autre. Or, nous avons le remède qu'on nous présente qui est censé baisser les coûts des opérations électorales. Ces remèdes-là, c'est quoi? Ce sont les machines à voter. Or, lorsque vous avez des machines à voter, nous avons amélioré c'est-à-dire la technologie. En principe, les coûts devaient baisser, mais les coûts continuent à augmenter. Nous avons aussi relevé que
il y avait au moins des classements de manière irrégulière de certains kits, notamment les kits d'enregistrement des électeurs, qui devraient en principe ne pas être achetés à la hauteur que vous connaissez. En principe, on devait capitaliser ce qu'on avait déjà acheté avec l'époque du président Nanga, c'est-à-dire que les fournisseurs qui nous apportaient beaucoup de machines Gemalto, mais on a préféré déclasser et nous apporter des machines de mauvaise qualité. Vous savez que vous et moi, je doute que vous puissiez me dire aujourd'hui que vous avez une bonne carte d'électeur. Moi, je n'en ai plus parce que mon visage ne se voit pas et puis les écrits ne se font pas voir parce que c'est ce marché, il y a à boire et à manger là-dedans. On a exécuté pratiquement, on a dépensé les doubles, les triples de ce qui était dépensé il y a 3 à 4 ans passés. Et nous sommes arrivés à ce que nous avons tous décrié. Vous avez aussi les conflits d'intérêts dans des négociations, et vous avez des personnes qu'on a envoyées pour aller négocier des marchés, des personnes qui sont non attitrées, et c'est ce qui nous a apporté, conduit à tout ce que nous avons décrié. Aujourd'hui, même le gouvernement, je doute que celui-ci nous donne les chiffres exacts, combien on a donné à la CENI. Nous avons relevé que c'était au-delà d'1 milliard. Si vous regardez l'impact d'1 milliard aujourd'hui, si on le verse dans le projet, par exemple, le PDL 145 territoires, imaginez ce que ça peut faire dans notre pays. Mais on le verse, on achète des matériels qu'on avait déjà achetés, qui se trouvent là au niveau de la CENI, mais on les déclasse parce qu'on a besoin de se faire un peu d'argent, et ainsi de suite. Et après, on se retrouve, on a acheté des matériels de mauvaise qualité. Ça, c'est un. Et de deux, nous avons des élections bâclées, pratiquement parce que la technologie utilisée, les fournisseurs qu'on a recrutés, Miru System, c'est un fournisseur qui n'a pas de compétences. Si vous regardez dans plusieurs pays où Miru System a fourni les mêmes services, je donne l'Iran, ou plutôt l'Irak. En Irak, est-ce que la qualité des élections qu'on organise en Irak, elles sont bonnes? Elles ne sont pas bonnes. Et c'est ce que nous avons décrié ici aussi chez nous. Des fois, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Ou bien, lors de l'enrôlement, nous avons tous constaté que le service fourni au peuple congolais n'était pas de bonne qualité. Donc, ça, au moins, de manière brève, c'est vraiment les tableaux qu'on nous a peints des mauvaises gouvernances de fonds alloués aux opérations électorales, surfacturation des marchés, et un budget irrationnel qu'on ne peut même pas vérifier. Le Parlement n'en a pas débattu. Or, avant d'exécuter un budget, il faut que le Parlement puisse le voter. Mais le budget des opérations électorales, là, le budget détaillé, n'a jamais été débattu au Parlement. Donc, c'est vraiment hors cadre budgétaire et ça viole même le principe de bonne gouvernance. Alors, venons-en au fait. L'étude relève une hausse de plus de dépenses de plus ou moins 25%. Oui. Alors, une perte du trésor public de plus de 400 millions de dollars que vous avez relevé. Effectivement. Alors, quand la CENI réplique en disant que sa budgétisation répond à des besoins réels, vérifiables, quantifiés et élaborés conformément aux directions du Premier ministre, il renvoie au Premier ministre, au gouvernement et aux experts de la CENI. C'est-à-dire que sur terrain, c'est vrai, vous parlez d'autre chose, mais quand même, ils ont rencontré des préalables qui leur ont permis de se référer au Premier ministre, aux experts de la CENI. Vous avez tenu compte de cet élément. Je vais vous dire une chose. Si vous lisez la loi organique de la CENI, il est bien dit que le budget des opérations électorales émarge au budget annexe de l'État. C'est-à-dire quoi? Les détails du budget de la CENI doit être retracé au niveau de la 3e partie du budget de l'État, qu'on appelle budget annexe. Si vous regardez, ça ne marche pas. Est-ce que c'est au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre est autorité budgétaire? Il faut que mais lui dit jouir d'une autonomie. Non, on doit rester... Argument de jouir d'une autonomie, on doit rester sur le principe budgétaire. Cette indépendance conformément à la loi organique. C'est le Parlement... Qui, ne dépend pas obligatoirement des élus du peuple. Non, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Et ça, c'est pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Non, nous ne refusons pas que les élections se passent dans de bonnes conditions. Nous devons aussi respecter la loi si nous voulons économiser aussi les ressources publiques. Parce que nous n'en avons pas beaucoup. Il y a beaucoup de besoins, on doit rationaliser les dépenses. Si nous voulons rationaliser les dépenses, on doit respecter les cadres budgétaires qui existent. Il ne faut pas que la CENI présente un autre budget à l'Assemblée, le Parlement vote et on exécute autre chose.
La loi prévoit, en cas de problème, le Premier ministre doit rentrer au Parlement pour présenter un collectif budgétaire. Et ces collectifs budgétaires-là, maintenant, on va autoriser la CENI d'exécuter son budget conformément à la loi. La CENI n'est pas un service qui travaille, qui est en dehors du Congo. C'est un service de l'État congolais. Mais voilà pourquoi d'aucuns se posent la question, où étiez-vous pour réagir en amont? Et pourquoi attendre que les choses se passent de cette manière et pour sortir un rapport ensuite et je dirais, décrier cette manque de respect de la procédure? Oui, mais je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez que le contrôle citoyen se fait aussi, ça peut être avant, pendant ou après. Mais dans le cadre ici, d'abord, il faut savoir que la gestion des fonds alloués aux opérations électorales se passe en toute opacité. Personne n'est au courant de ça. Pour avoir accès à ces informations, ça vous prend du temps. Nous avons fait 8 mois pour avoir toutes ces informations-là et rédiger les rapports pendant 1 mois et demi. Donc vous voyez que c'est un travail de titan que nous avons fait. Si vous regardez notre rapport, c'est un rapport de presque 87 pages. C'est un rapport que moi j'appelle un rapport factuel. Il y a plusieurs faits à l'intérieur. Il ne faut pas que... Nous avons lu la réponse de la CENI. Il ne faut pas que la CENI reste sur les petits détails. Mais c'est important. Je donne l'exemple de machine à voter que vous avez dit. La CENI, dans votre rapport, dans l'étude que vous avez menée, vous dites que la CENI avait commandé 33 000. Alors que la CENI lui parle de 26 250 machines. Mais pour un montant évalué à 37 458 750, alors que vous étiez au-delà des 100 000 et quelques. Oui, mais est-ce que la CENI aujourd'hui peut publier le PV d'attribution de marché de machines à voter? Parce que la loi lui demande de publier. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise seulement les gré à gré. Les gens parlent trop des gré à gré. Les gré à gré est légal. Mais les législateurs ont tout fait pour placer un mot à côté où on dit qu'il faut que le PV d'attribution d'un marché de gré à gré soit publié sur le site de l'ARMP. Si on veut être transparent, si les chiffres de la CENI sont vrais, pourquoi même sur le site de la CENI, il n'y a pas ces PV-là? Pourquoi sur le site de Miro System, il n'y a pas ces PV-là? C'est-à-dire qu'on veut garder quelque chose. Oui, on nous a répondu, nous sommes d'accord, parce que c'est dans le cadre de la transparence, dans le cadre de la redevabilité. Nous sommes d'accord. Il fallait que la CENI puisse réagir. Mais nous avions souhaité que la CENI aille au-delà de ces petits documents-là qu'elle a produits. Nous aurions souhaité que le PV d'attribution, par exemple, des marchés, des machines à voter, soit publié. Ce n'est pas tard que ça soit publié aujourd'hui. Et si on nous dit non, les contrats, on ne les publie pas. Oui, nous sommes d'accord, on ne peut pas publier les contrats, nous sommes d'accord, parce qu'on ne les ressort pas dans la loi. Mais le PV d'attribution, qu'on le publie. Comme ça, l'opinion saura que voilà autant de machines on avait commandé, voici autant qu'on a acheté. C'est ça aussi la transparence. Mais aussi, concernant la passation des marchés publics, vous avez crucifié pratiquement la CENI en disant qu'il n'y a pas eu appel d'offres et tout, alors que lui confirme par rapport à Miro System, il n'y a eu que 3 marchés que Miro a eu à travailler là-dessus, en parlant notamment de 2 signés de gré à gré, 2 ouverts et l'autre de gré à gré. Je sais pas. Oui, je suis d'accord. Écoutez, je ne dis pas que c'est ce que la CENI a dit. Nous devons l'avaler. En principe, ça c'est le règle de transparence, de redevabilité. La CENI a donné son point de vue que nous respectons. C'est son point de vue. Mais selon vous, ça ne colle pas. Nous n'allons pas gober ce point de vue. Non, parce que ça ne colle pas par nous avons examiné le rapport d'évaluation des offres de la CENI. 2 rapports. Le premier rapport date du mois de décembre 2022. Le second rapport date du mois de mars 2023. Ce sont les rapports de la CENI où il est bien clairement dit que autant de marchés ont été attribués à Miro System. Ça, c'est connu. Et il y a même des marchés négociés hors cadre légal que la CENI a demandé à Miro System d'aller sous-traiter, d'aller même surveiller les contrôles, c'est-à-dire que d'aller surveiller les contrôles, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire d'effectuer les contrôles qualité. Tu vois. Et ça, c'est le rôle de la CENI. C'est la CENI d'effectuer des missions de contrôle qualité, mais les missions de contrôle qualité ont été pratiquement confiées à Miro System. C'est ce que nous disons, le Miro System est devenu juge et parti, justement. Au lieu que la CENI puisse contrôler la qualité des machines que Miro System nous fournit, la CENI
se rétractent. Et ça, c'est par ignorance, parce que la CENI ne manque pas des experts. C'est par ignorance qu'ils les font. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. La CENI ne manque pas des experts. Moi, je vais vous dire que la CENI a une cellule de gestion de projets de passation de marché public. Moi-même, ça m'a étonné de voir que pourquoi la CENI devrait confier cette tâche à Mirou System. Donc, la CENI n'a pas vérifié, c'est-à-dire que le matériel qu'on lui a livré. La CENI n'a pas vérifié ça. Parce que la fonction ou le rôle a été confié à Mirou System. C'est pourquoi les gens ont décrié des cartes mal imprimées où le visage s'efface à quelques jours. Et les machines à voter, vous connaissez, il y a des endroits où les gens n'ont pas voté. Pas parce que les machines sont arrivées en retard, c'est parce que les machines n'ont pas fonctionné. Et vous êtes allé plus loin, jusqu'à parler du nombre excédentaire de bulletins de vote, de cartes d'électeurs. Et la CENI justifie tout simplement ce qu'ils ont pari à des imprévus. Vous êtes gestionnaire d'une structure. Je me dis que si vous passez la commande de quelque chose, ce n'est pas un nombre exact que vous allez passer. Il y a toujours un montant un peu, je dirais, excessif, pas excessif, mais moins un montant qu'on ajoute justement pour parer aux imprévus. Vous n'avez pas tenu dans votre rapport ce genre de détails? Non, nous sommes d'accord qu'il faut au moins des imprévus dans le cadre de programmation budgétaire. Surtout dans ces cadres ici, des opérations électorales, les bulletins de vote peuvent s'abîmer, ainsi de suite. Ça. Mais il faut savoir aussi que les bulletins de vote, c'est un matériel sensible. Le matériel sensible, ça a un impact sur l'avenir de tout un peuple. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Vous regardez, on a enrôlé combien de personnes? Si vous calculez le nombre d'enrôlés et le nombre de bulletins de vote commandés, vous allez constater qu'il y a 14 millions, au moins d'écart. Alors, les 14 millions d'écart, nous connaissons que dans notre pays, depuis des années, le taux de participation n'a jamais dépassé 50%. C'est connu. Demandez tous les experts électoraux, ils vous diront que le taux de participation n'a jamais dépassé 50%. Et dans le cadre des élections de 2023, on a eu autour de 18 millions d'électeurs qui sont allés voter. Vous voyez? Oui. Si vous calculez maintenant, vous achetez, la CENI achète 58 millions de bulletins de vote. Parce que le taux de calcul pour l'achat des bulletins de vote, c'est l'électeur. C'est l'électeur. On prend le montant de l'électeur multiplié par le nombre total des électeurs et ça vous donne maintenant ce qu'on doit acheter comme bulletin de vote. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, si vous regardez maintenant, vous faites maintenant les rapprochements dans les calculs, ce qu'on a acheté, ce qu'on a enrôlé et ce qu'on a réellement utilisé. Même s'il y a des imprévus, il y a eu des bulletins nuls qui se sont abîmés, peut-être il avait plu quelque part, ou on a perdu des cartons, ainsi de suite. Je doute qu'on puisse aujourd'hui nous présenter les nombres exacts de bulletins qu'on a réellement utilisés, parce que la CENI, après avoir proclamé les résultats, vous êtes journaliste, je doute que vous avez entendu que la CENI vous dit voici autant de bulletins de vote qu'on avait commandés, autant nous avons déployé, autant nous n'avons pas, on a perdu à travers des ratés, ainsi de suite, et autant sont restés. Combien de bulletins? Aujourd'hui, personne n'est au courant de ça. C'est ça aussi le problème de transparence. Oui, la CENI nous a répondu, nous sommes d'accord, mais la CENI n'est pas allée au-delà de faits. Il fallait nous expliquer. La population congolaise en avait besoin à l'époque. Nous, on avait pensé que la CENI, à travers son document, reviendrait sur les détails pour dire, voilà, écoutez, nous avons acheté autant. Elle est restée superficielle. Elle est restée superficielle et le flou continue dans l'opinion. Le flou continue. Je parle maintenant là du point que vous avez une fois de plus relevé, qui est le Trésor public a perdu beaucoup d'argent, notamment 45 millions, parlant de la commande des machines à voter. Vous faites allusion de machines qu'on pouvait utiliser dès 2016. Et là, ce n'est pas de l'obsolescence de ces machines. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez la sensibilité de ces équipements dont beaucoup n'ont pas fonctionné. Ils étaient obligés de passer la commande. Je pense que vous parlez de kits d'enregistrement des électeurs. Vous avez pensé qu'on devait capitaliser et utiliser les anciennes machines. Oui, mais je vais vous dire une chose, que le nouveau bureau, je crois 6 mois après l'entrée en fonction, le nouveau bureau a effectué ce qu'on appelle un état des lieux. Du matériel électoral. Mais il s'est avéré, selon nos informations, que 50% de ces matériels étaient en bon état. Il fallait la mise à jour. Selon vos informations? Oui, il fallait faire la mise à jour. Mais on a déclassé ça de manière irrégulière, dit non, écoutez, ce matériel n'est pas en bon état.
et on a passé la commande. Mais est-ce qu'on peut nous montrer aujourd'hui, publier le PV de déclassement? Parce que ce sont des investissements publics. On ne peut pas déclasser les biens de l'État comme ça. Et on déclare, non, on les a déclassés. Non. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que le bien de l'État, il y a des services attitrés qui doivent déclarer que ce matériel ici est vétuste et on doit vendre. Et quand on vend, c'est une recette publique. Là, vous parlez d'un État qui fonctionne correctement. Oui, mais c'est ça, c'est une recette publique. Ça doit revenir à la caisse de l'État. Le dysfonctionnement que connaît la République démocratique du Congo. Mais oui, c'est pourquoi nous avons des doutes. Nous avons des doutes sur les déclarations de la CENI. Nous pensons que la CENI devrait vendre ces machines. Vendre ces machines, le 50% de machines, on devait le vendre. Et le fonds devait revenir à la caisse du trésor public. Ça devient une recette publique. Le vendre à qui? Mais non, une vente publique. Mais lancer comment on appelle une vente plutôt aux enchères. Aux enchères, comme on l'a dit. Il fallait lancer une vente aux enchères et puis on fait des publicités, on aurait capitalisé le fonds. Allez-y. Au lieu, par exemple, de reprendre les processus à zéro. Quand vous reprenez les processus à zéro, vous savez ce que ça coûte à l'État. Ça coûte beaucoup d'argent. Et maintenant, vous savez, en 2028, nous allons revenir encore. On nous dira, écoutez, le matériel de 2023, tout est en mauvais état. On a déclassé. Et chaque fois, lorsqu'on déclasse, nous avons fait des simulations. Nous avons constaté qu'il y avait près de 2 milliards de dollars déjà injectés dans le matériel électoral. Aujourd'hui, on ne peut pas les capitaliser. On ne peut pas capitaliser tout ça. Mais comment on fait les systèmes de recyclage de ces matériels? Or, si vous avez un fournisseur, vous pouvez vous entendre avec ces fournisseurs-là, que voilà, vous nous aviez fourni autant de matériel. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus utiliser ces matériels. Est-ce qu'il y a moyen de le recycler? Si on le recycle... Je ne pense pas que c'est le même fournisseur qui a fourni en 2016. Mais pas le niveau système. Mais pourquoi changer de fournisseur? Pourquoi chaque fois changer de fournisseur? Vous avez le même fournisseur, faites les gré à gré avec les mêmes fournisseurs qui vous a déjà fourni le matériel de qualité à l'époque. Mais en 2016, l'opposition congolaise a crié à la tricherie, a crié au bourrage des urnes, mais si c'est pour justement pallier à cette question et éviter qu'on interprète une fois de plus qu'on est attaché au même fournisseur pour que finalement demain l'échec ou encore la tricherie, bourrage des urnes se répète. Oui, mais ça se répète parce qu'il y a des agendas politiques. Mais nous voulons qu'on parle de l'économie de la dépense publique. Si on économise plus, comme je vous ai dit au début de notre émission, qu'il y a plusieurs dépenses qu'on peut résorber. Vous avez aujourd'hui la guerre à l'Est, où il faut, à mon avis, payer au moins nos frères qui sont au front, 1000 dollars américains, par exemple. Mais le fonds qu'on devait, par exemple, payer, on vient payer une dépense qui devait être rationalisée et économisée. Alors là, on ne peut pas parler de l'économie de la dépense publique. On parlerait directement du gaspillage. On gaspille. Si nous étions, par exemple, dans un état de droit, un état qui se respecte, je pense que la Cour des comptes ferait un audit complet de tous les biens, que ce soit le bien de la CENI, et aussi nous faire un état de lieu de l'utilisation des fonds. Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas le bureau qui est parti avait laissé combien de véhicules, celui-ci a acheté combien de véhicules, nous ne connaissons pas. Et puis, à la fin, comment ça va se passer? Et la patrouille financière est à pied d'œuvre, avec l'IGF, bien sûr. Non, là, la CENI, la patrouille financière a échoué. Ça, je vais vous dire la vérité. Comment ça? La patrouille financière a échoué. Comment on peut autoriser la CENI de dépenser jusqu'à 1,5 milliard? C'est beaucoup. Exorbitant. C'est exorbitant. C'est même excessif. Pour ça. Non, il n'y a pas un nombre requis. Il fallait exiger d'abord la transparence au niveau du Parlement, je crois bien. Il fallait que l'IGF puisse d'abord exiger que les dépenses de la CENI soient débattues en commission. Que la commission et ECOFIN puissent statuer sur ça. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Vous érigez aujourd'hui en chien de garde. Vous voulez dire que les organes de contrôle ne font pas correctement leur travail? Ces organes, je vais vous dire une chose. Selon mes informations, la Cour des comptes a interpellé les comptables de la CENI. Ces comptables jusqu'aujourd'hui n'ont jamais apporté de pièces. Est-ce qu'il est aux arrêts? Non, mais qui va l'arrêter? Le fonds pour nous, c'est celui-là. On ne l'arrête pas parce qu'on politise les dépenses des opérations électorales. Moi, je pense qu'on ne peut pas politiser. Si nous voulons avancer dans ces pays, on ne peut pas politiser les dépenses des opérations électorales. On doit rendre ces dépenses, comme les autres dépenses,
comme celle de la santé, comme celle de l'agriculture, parce que ce sont des dépenses d'investissement public. Aujourd'hui, dans notre pays, on est très avancé. On produit, c'est-à-dire on produit les documents qui retracent au moins qu'est-ce qu'on peut investir dans les 3 prochaines années. Mais la CENI pouvait aussi emboîter les pas. On peut aussi intégrer les dépenses des opérations électorales dans ces documents-là pour que le peuple congolais sache. En 2028, nous aurons des élections. Qu'est-ce que la CENI prévoit en termes d'équipement? On va acheter quoi? Il faut qu'on nous dise. Et tout ça, ça doit être dans une programmation technique qui permettra à ce que les organes de contrôle veillent, le Parlement, qui est là, le garant, qui est l'autorité budgétaire, puisse dire, voilà, écoutez, cette année, nous vous donnons autant. Et la CENI doit être transparent pour dire, écoutez, nous, cette année, nous allons acheter X et Y. Mais nous avons déjà le matériel. Est-ce qu'on peut recycler? Parce que je sais qu'il y a quelques matériels qu'on a achetés. Par exemple, les kits de 2018. Les 80 000 qu'on a utilisés en 2023. En 2028, on ne peut plus les utiliser. On ne va plus les utiliser. Mais comment on fait? Comment on fait maintenant avec les 80 000 machines-là? On va les déclasser. Maintenant, peut-être, on doit évaluer avec un PV. Demandez par exemple aux fournisseurs, voilà, moi j'ai autant, je vais vous les renvoyer, mais vous allez les recycler et nous vendre à moindre coût. Je crois qu'on va capitaliser. Mais que de nous laisser avec les mêmes machines, on va arriver en 2028, on vous dira, non, écoutez, les 80 000 machines là, c'est abîmé, nous les avons jetées. Mais vous, on vous accuse aussi. Monsieur Valérie Mandianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, on vous accuse d'empocher l'argent de l'extérieur, notamment pour, passez-moi le terme, déranger le gouvernement à travers vos rapports ciblés et bien orientés. Non, mais... Comment vous faites pour être en possession de tous ces éléments alors que, je dirais, les services sont pratiquement opaques? Il n'y a pas d'entrée pour avoir ces éléments avec précision comme tel que vous les faites. Qui vous a servi? Je sais que vous avez travaillé avec plusieurs ONG allemandes, belges, européennes et tout là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dirais aussi que la CENI aussi est soutenue par les étrangers. Parce qu'il y a, dans le cadre de l'éducation civique et électorale... Ça, c'est un partenariat. Mais nous tous, nous avons les mêmes partenaires. Ce sont les mêmes partenaires. Qui vous fournissent qui appuient le gouvernement. Ce sont les mêmes partenaires qui appuient aussi la société civile. Parce que nous avons tous opté pour les règles de bonne gouvernance. Qui parle de bonne gouvernance, il y a la participation citoyenne. Il faut que les citoyens participent à la gouvernance. Il faut que les citoyens donnent leur point de vue sur la marche de l'État. Et c'est ce qui se passe. Et nous avons obtenu le cadre légal qu'on appelle le décret portant gouvernance budgétaire, qui nous donne, nous, citoyens, aujourd'hui, la possibilité d'accéder à toutes les informations, malgré les restrictions qu'on nous fait. Nous pouvons aujourd'hui... C'est ça justement la spécialité de la RDC. Oui, mais... On signe beaucoup de documents, on ratifie beaucoup des instruments, donc sur le plan pratique, on n'arrive pas à mettre ça en exécution. Oui, c'est parce que... Vous le dites, mais quand vous vous rendez dans un bureau, je dirais au ministère des Finances ici, on vous regarde avec dédain et on ne sait pas vous servir. Mais effectivement... Vous les accusez où? C'est parce que les documents, les réformes, on ne les fait pas pour le peuple congolais. On fait les réformes parce qu'il y a un partenaire qui exige, qui pose des contraintes ou des conditions avant de décaisser, par exemple, d'apporter une aide financière au pays. Donc c'est dans ce cadre-là que ça se passe. Et maintenant, dans la mise en œuvre, on a des problèmes à exécuter tout ça. Si vous regardez même la loi relative aux finances publiques, on vous dit très bien qu'il y a les circuits budgétaires qu'il faut respecter. Mais dans la mise en œuvre, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On gère de l'argent comme si c'était l'argent d'une famille. On parle aujourd'hui des états de suivi budgétaires qui ne sont pas publiés depuis l'année passée. Non, on ne les publie plus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. On bloque les contrôles. On bloque les contrôles des finances publiques. On bloque les contrôles citoyens. On ne veut pas que les citoyens, qui est le contribuable principal, puissent connaître comment son argent est géré. Comment on affecte X et Y. Est-ce que ça va où? Ça va dans la santé, au niveau de la santé. Ça va à l'éducation. Ça va à l'agriculture. Non, on ne veut pas. C'est pourquoi on est tenté de brouiller. J'ai regardé tout juste avant de venir à votre émission. J'ai regardé, j'ai constaté qu'ils ont publié, ils ont un tout petit peu progressé. Ils ont publié jusqu'au mois de novembre 2023. 2023. Mais nous sommes déjà au mois de mars. Nous avons besoin des états de suivi budgétaire de 2024 parce que c'est la loi de finances 2024 et à qui profite qui est en cours. Ces dysfonctionnements au gouvernement? Mais même ça, à qui ça profite? Parce que nous avons besoin
nous serons évalués par les partenaires extérieurs en termes de transparence. Ça, je dois vous dire que notre pays a beaucoup évolué. Nous sommes très bien cotés au niveau extérieur parce qu'il y a la transparence, il y a beaucoup de documents budgétaires qui sont publiés. Mais si on fait la restriction aujourd'hui, par exemple, nous avons clôturé le mois de janvier, on a clôturé le mois de février, aucun document n'est publié. Regardez les condensés statistiques sur le site de la Banque centrale. Ce n'est plus publié. Ce n'est plus publié. Les derniers documents datent du mois de décembre, qu'on a publié au mois de janvier. Mais nous sommes quand? Nous sommes au mois de mars. Pourquoi on traîne? Or, il y a la question des délais. Lorsque les partenaires viennent vous évaluer en termes de transparence, il y a la question des délais. La question des délais est très importante. Pourquoi? Parce que c'est à travers le délai, lorsque l'autorité publique rend publique l'information, ça permet aux citoyens de réagir rapidement. Mais si vous venez publier cette information-là, 6 mois après, les citoyens vont réagir comment? Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui suivent la question des prêts, à part vous, les ONG spécialistes dans le domaine? Oui, mais c'est pourquoi nous pensons les citoyens lambda, congolais lambda, on doit rendre public le budget. Il faut que les gens doivent s'intéresser au budget. Moi, j'ai du mal à voir les jeunes gens qui parlent de la politique politicienne. Nous devons débattre, nous sommes obligés de connaître comment fonctionne l'État. L'État fonctionne comment? Nous devons connaître ça. Et c'est comme ça que nous allons contribuer au développement de ces pays. Si nous ne suivons pas, demain on vous dira, écoutez, nous avons injecté autant. Mais on n'a pas injecté ça. On n'a pas injecté le montant X. Peut-être c'est inférieur ou c'est supérieur. Mais c'est nous les citoyens. Nous allons alerter l'autorité publique. Que voici les projets que vous deviez, par exemple, implémenter dans X endroit. Ce n'est pas exécuté. L'autorité publique peut se dire, écoutez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais moi, j'avais déjà décaissé autant. Vous voyez? C'est pourquoi nous, citoyens, nous devons nous intéresser au budget. C'est très important qu'on s'intéresse. Vous ne parlez plus de dépassement budgétaire dans certaines structures ou encore institutions. Mais je vais vous dire que les dépassements budgétaires, en principe, c'est une faute de gestion. Ça doit faire l'objet d'enquête. Il faut que la Cour des comptes et l'IGF enquêtent. Heureusement que l'IGF est là avec la patrouille. Ces organes de contrôle doivent enquêter pour savoir pourquoi il y a eu dépassement budgétaire. Et des fois, les dépassements, c'est de 9 000%, de 14 000%. Regardez les lignes, par exemple, de la CENI. Ça s'est fait là où on ne sait pas aller demander. Oui, regardez par exemple les lignes de la CENI. Vous avez des dépassements de 14 000%. Le fonds spécial d'intervention de la CENI, qu'on donne pour les opérations électorales. Regardez la ligne. Vous avez 14 000%, 15 000%, 27 000%. C'est très grave. Très grave même. C'est une faute de gestion. Je pense que la Cour des comptes doit fonctionner. Quand je dis de fonctionner, c'est-à-dire qu'on doit donner à la Cour des comptes les moyens nécessaires. Voilà pourquoi je vais poser la question, est-ce que c'est possible de dépolitiser le circuit? Dépolitiser la Cour des comptes, dépolitiser, je dirais, ces services de l'IGF, par exemple, l'inspection des finances. C'est possible de dépolitiser le secteur? Je pense que nous devons être positifs. Nous pouvons le faire si nous voulons que ces pays aillent de l'avant. Nous pouvons le faire parce que c'est une question de passion. C'est une question de volonté. Est-ce que nous voulons que la Cour des comptes fasse son travail? Oui, nous avons besoin de ça. Est-ce que nous avons besoin que la Cour des comptes s'installe dans différentes provinces? Oui, nous avons besoin de ça parce que au moins plusieurs investissements, presque plus de 80% d'investissements publics, ça va vers les provinces. Qui les contrôle là-bas? Personne ne les contrôle. Vous avez des gens qui quittent Kinshasa pour aller implémenter un projet à Malembankulu. Non! Ça ne peut pas se faire. Il y a la décentralisation financière. Envoyer, il y a des services déconcentrés ou décentralisés qui sont au niveau de Malembankulu. Responsabilisez-les et on vous remonte des informations. Mais on prend quelqu'un qui est à Kinshasa qui va perdre d'abord les transports, les billets avec des frais d'émission. Vous perdez déjà l'argent qui devait servir à financer des infrastructures. Je crois que nous tous Congolais, nous devons pousser à ce que les organismes de contrôle puissent fonctionner et que ces organes de contrôle puissent se ramifier au niveau des provinces et que les inspections de finances au niveau des provinces fonctionnent également. Ce sont des éléments très importants pour nous permettre à ce que nous puissions demain parler de la bonne gouvernance et que nous puissions regarder à quoi aurait servi l'impôt, la taxe que je paye tous les jours. Je crois que ça va nous permettre d'aller de l'avant. La matière, elle est tellement abondante. Et comme on l'a dit, les bonnes choses ne durent pas. On chute peu à peu. Je veux poser la question par rapport aux recommandations. Il y a un message et un mot de la fin, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, pour l'instant, il y a plusieurs recommandations, mais je pense que le budget de la CENI doit basculer vers le budget programme. C'est-à-dire qu'on doit l'exécuter en mode programme. Okay. Pourquoi? Parce que là, la CENI est responsable. La CENI nous ferait, par exemple, des rapports d'évaluation
de mise en œuvre des politiques publiques. Vous avez ces rapports qui sera publié et tout le monde le verra. Par exemple, vous avez les opérations électorales qui deviendraient un programme tout à fait clair. Parce qu'à la CENI, moi, on m'a dit qu'il n'y a même pas une direction d'études et planification. Ça n'existe pas. Et là, vous aurez une direction d'études et planification au niveau de la CENI qui est élaborée. C'est pratiquement le socle de... C'est le socle qui va élaborer tous les programmes, même la question, les programmes d'éducation civique et électorale. On doit avoir tout un programme qui ne doit pas être implémenté à 2 jours des élections ou parce qu'on veut enrôler les gens. Non, ça doit être déjà tout un programme. Et là, vous avez des fonds. Ça va permettre à ce que vous avez des évaluations qui se feront périodiques. Et si, par exemple, à la fin de l'année, la CENI n'a pas obtenu les moyens voulus, on va reporter ses besoins pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, on ne va plus revenir sur ce qu'on a déjà acheté comme on fait aujourd'hui. On prend l'argent, on ne connaît pas, on a donné l'argent à la CENI, on ne connaît pas qu'est-ce que la CENI a fait avec. Il n'y a même pas de rapports d'évaluation de performance. Il n'y en a pas. Or, là, nous aurons des rapports d'évaluation qui vont nous permettre d'évaluer même la capacité de la CENI, l'efficacité de la dépense des opérations électorales. Ça nous permettra de voir ça. Et 2, il faut qu'on renforce les contrôles. Il faut que les dépenses de la CENI puissent passer par les circuits normaux. Et là, vous avez, avec la nouvelle réforme, la CENI aura la direction administrative et financière, où la CENI sera l'ordonnateur, va ordonner ses dépenses, et la CENI va rendre compte directement, au lieu que ça vienne toujours le ministre des Finances, il n'a pas encore décaissé. Ça commence à devenir un peu lourd. Je vous informe que cette année, la réforme va commencer avec 3 secteurs. Vous avez la santé, l'éducation et l'agriculture, ça va commencer. Pratiquement les secteurs pro-pauvres. Oui, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'on essaye aussi avec la CENI. On essaie aussi avec la CENI à partir de 2025. Je crois que ça pourra marcher et ça va nous éviter tout ça. Avec quel pourcentage? Parce que dans les temps, vous plaidiez que ça puisse... C'est pratiquement le 2-3% réservé à ces secteurs-là. Oui, parce qu'avec ces secteurs-là, comment ça va se passer? Comme je vous ai dit, c'est-à-dire que les fonds, le ministère, ces 3 ministères ne vont plus attendre que le ministre des Finances leur donne l'argent. Ils vont dépendre de qui? Directement, la Banque centrale. Des partenaires ou de la Banque centrale? Non, c'est le fonds public. Okay. Ils vont directement dépendre, c'est-à-dire que les comptables publics peuvent avoir directement le fonds au niveau de la Banque centrale. Et il y aura un mécanisme qui est mis en place. Et comment faire pour ne pas abuser Mais les contrôleurs les contrôleurs budgétaires. Qui viennent de quel service? Du ministère du budget, ça va fonctionner. Et vous avez au niveau de la Banque centrale. Et l'IGF sera là aussi. L'IGF sera là. Tous les autres contrôles, ça va fonctionner. Et même la Cour des comptes, ça va fonctionner. Le vrai problème, c'est comme je vous ai dit, il faut qu'on puisse dépolitiser la dépense publique. Il faut qu'on laisse les techniciens exécuter. Vous verrez que les choses peuvent marcher. 1 milliard, c'est pas peu. 5 milliards, nous avons aujourd'hui un budget de 16 milliards, mais on ne le ressent pas dans le quotidien. Regardez ici, pour entrer chez vous, il faut laisser les véhicules au moins à 8 mètres ou 10 mètres d'ici, de votre bureau. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas accéder. L'avenir ici est pratiquement délabré tout ça. Oui. Mais je vous dis la vérité, le 1 milliard, les 3 milliards qu'on prévoit là pour construire des routes, c'est beaucoup. Mais si maintenant, on met en place des mécanismes de bonne gestion, je crois que même la ville de Kinshasa peut changer, peut se transformer à la minute. Merci beaucoup, monsieur Valéry Madianga. Je pense qu'on va recourir à vous dans une certaine matière, un peu plus autre matière que ce qu'on vient de parler aujourd'hui, puisque vous êtes un spécialiste dans les secteurs. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et surtout pour la première fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est par ces mots de la fin de notre invité que nous montons un point final à notre émission d'aujourd'hui, Économie et Société. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.